Strasbourg. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le fondateur de la LICRA, puisque c'est vous qui, en 79, au congrès de Strasbourg, avez fait adopter le changement de sigle, le passage de la LICA à la LICRA? Oui, je me souviens très bien de cette improvisation et de la question qui avait été posée et du débat qui avait suivi. Et en effet, mais euh, disons, je serai un des parrains au pluriel parce que l'idée a été tout de suite adoptée et Pierre Bloch en avait été très vigoureusement partisan, je dirais tout le comité directeur. Mais c'était une extension nécessaire. On ne pouvait pas rester avec l'appellation d'origine, le cache, dont tout le monde savait les raisons historiques éminentes, exceptionnellement importantes, qui avaient entraîné l'adoption du nom de LICA, Ligue contre l'antisémitisme. Je rappelle que la LICA est née d'un grand procès, Procès Schwarzbart. le procès Schwarzbard, et que ce procès a été l'occasion d'une grande victoire de mon maître, Henri Torres, qui était l'avocat de Schwarzbard, et qui l'a fait acquitter. Le procès des pogroms, disait-on, et c'est à ce moment-là qu'une poignée d'hommes ont décidé de créer la LICA, rappelons leur nom pieusement, à part Henri Torres, il y a évidemment d'abord le cache, mais aussi Lucien Rachlin, mais aussi Jean Rosenthal, mais aussi même Pierre Lazareff tout jeune et Joseph Kessel. Ouais. Monsieur le ministre, alors c'est 7 ans après la loi sur le racisme de 72. Cette loi, qui est appelée la loi Pleven, vous êtes l'un des seuls avocats, en fait, à l'avoir utilisée pendant des mois et des mois. Avec votre collaborateur Bernard Joanneau, vous saisissez les tribunaux au nom de cette loi de 72 pour faire condamner un certain nombre d'expressions racistes concernant aussi bien des juifs que des noirs ou éventuellement des maghrébins. Et alors, il y a eu plusieurs cas. Mais un des premiers cas a été ce que vous avez fait à propos du bulletin l'URSS. Est-ce qu'on peut rappeler ce cas? Oui, je tiens à dire que euh, dans ce domaine, Bernard Joanneau, qui est un militant éminent de la LICRA, a joué un rôle constant et très important. Et il était aux aguets sur toutes les possibilités d'utilisation de la loi. Nous en parlions, et c'est ainsi qu'on a été amené, en effet, dans notre cabinet, il est devenu mon associé, avec d'autres, et dans ce cabinet, nous avons traqué autant qu'on le pouvait l'adversaire, c'est-à-dire le raciste et l'antisémite. Donc, Monsieur le ministre, vous avez une des premières causes qui a été celle que vous avez défendue, a été contre le bulletin URSS qui attaquait Israël en disant que c'était un État obscurantiste parce qu'on y pratiquait, on voulait y enseigner la religion juive. C'est ça, et j'avais soutenu, ça me paraît encore aujourd'hui une évidence, et à chacun de ceux qui croient à la liberté de conscience et à la liberté d'expression, que le fait d'enseigner la religion ne saurait être considéré comme une atteinte à la liberté, mais au contraire comme l'expression même d'une liberté. C'est tout à fait compatible avec la laïcité. Mais à l'époque, sévissait en URSS l'antisémitisme presque d'État. C'était Il avoué, l'antisémitisme mais brejnevien. constant. Ah oui, oui, oui. Et l'antisionisme, là aussi, servait de masque à l'antisémitisme. Donc nous avons eu je me souviens, plusieurs litiges avec les soviétiques. Alors, il y a eu un autre litige concernant le protocole des sages de Sion. Et là, vous avez attaqué les gens qui répandaient ce protocole des sages de Sion en disant bien sûr que c'était un faux et en montrant, avec la loi 72, que c'était une exaction raciste. Oui, et que c'était un texte de surcroît dont l'origine historique était révélatrice. Le protocole des sages de Sion, c'est une fabrication par la police tsariste pour nourrir l'antisémitisme dans l'Empire russe, où il florissait d'ailleurs. Et on l'a vu récupéré par le docteur Goebbels, très très largement utilisé. Moi j'ai le souvenir très précis, j'étais très jeune adolescent, j'avais été à l'exposition Berlitz malgré l'interdiction de ma mère, et là il y avait tous les mensonges, toutes les abominations et les sottises aussi du protocole des sages de Sion qui étaient largement exposés. On le retrouve à cette occasion, mais il a suivi son chemin. Vous avez aujourd'hui encore le protocole des sages de Sion sous forme de cassette. Quand vous vous promenez dans le marché du Caire, on vous le propose. Et on le retrouve aussi dans des films récents qui ont été faits
je ne sais plus dans quel pays rame, l'utilisation des ajustions. C'est constant, c'est prodigieux de penser que les policiers tsaristes récupérés par Goebbels se retrouvent encore aujourd'hui dans les souks quelque part au Caire. Alors vous avez aussi utilisé la loi de 72 contre un texte qui ne peut pas être qualifié autrement que raciste, c'est Mein Kampf. Il y avait donc des éditions de Mein Kampf qui étaient diffusées en France, et vous êtes le premier à avoir utilisé aussi, juste après 72, tout ça c'est les premières affaires qui utilisent la loi de 72 contre la diffusion de Mein Kampf. Les provocations à la haine raciale, Mein Kampf en effet, c'était le bréviaire absolu. Et c'est en soi, à l'époque, un outrage absolu que de voir rééditer cela. Le grand européen, le belge Spaak, qui avait été président du Conseil en Belgique immédiatement avant la guerre, disait toujours à ce sujet que à l'époque, on aurait mieux fait de lire Mein Kampf beaucoup plus qu'on l'avait lu et de considérer que ce n'était pas un discours électoral, mais un programme barbare et génocidaire. C'est lui qui avait raison. Ça n'était pas une raison pour, après la guerre, et sachant ce qu'avait fait Hitler et ce qu'était le programme de Mein Kampf, laisser ce livre impunément diffusé. Antoine Wittgen, qui a fait un livre sur Mein Kampf, qui a été diffusé qui a montré que le livre, que Mein Kampf avait été diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires, a montré qu'on remettait à tous les couples allemands Mein Kampf quand ils se mariaient, qu'à partir de 1933, ce livre devait être dans chaque foyer allemand, c'était exigé. Et s'il y avait une inspection, éventuellement, on allait regarder si Mein Kampf était bien sur les étagères. Il avait mystérieusement disparu, le dernier des autodafés de livres nazis, au moment de l'écroulement du Troisième Reich. On trouvait très difficilement des exemplaires de Mein Kampf. J'ai un de mes cousins qui s'est combattu dans la division Leclerc. Ils sont arrivés les premiers à Berchtesgaden et qui a ramené de la bibliothèque personnelle d'Hitler, avec marqué la bibliothèque du Führer, un exemplaire de Mein Kampf, qui garde précieusement. Je lui dis, garde-le bien et fais-en cadeau un jour au musée de Jérusalem. Alors, Monsieur le ministre, de votre point de vue, cette loi de 72 est une loi fondatrice, très importante. Oui. Pourtant, je crois que vous pensez qu'il faudrait réfléchir peut-être à réunir ce qui a été fait sur le plan juridique depuis 72. On a toute une série de lois qui sont venues compléter la loi de 72. Est-ce que vous ne pensez pas que, au fond, il faudrait peut-être refonder le combat antiraciste? Non, mesurer ces visages actuels, oui. Le racisme, il est permanent, il est constant. N'oubliez pas qu'il s'agit pour la LICRA de combattre à la fois le racisme, et les premières victimes du racisme aujourd'hui, ce sont nos concitoyens ou ceux qui se trouvent sur le territoire national et qui sont d'origine maghrébine, ou les Noirs. Là, vous avez, je dirais, des victimes désignées et qui appellent une défense soutenue contre l'appel à la haine raciste. C'est certain. L'antisémitisme, aujourd'hui, il se diffuse sous d'autres traits, et particulièrement sous les traits de l'antisionisme. Et tout de suite, le dérapage se fait, mais chez les auteurs des propos, il est constant. Derrière l'antisionisme, on vise Israël et les Juifs. Et au-delà, les Juifs. Et ça finit par devenir mort à Israël, et de là on passe à mort aux Juifs, comme on a encore entendu tout récemment à Tunis. Donc, vous avez à la fois une conjonction de montée ou de permanence du racisme très, très virulent à l'encontre, en effet, des Maghrébins et des Noirs, et en même temps contre, alors là, les Juifs directement, l'utilisation de l'antisionisme. Donc ça rend l'approche des avocats de la LICRA et le combat contre ces atteintes à la dignité humaine à la fois plus exigeant et plus complexe. C'est en ça que je dis qu'il faut repenser, sinon les textes, qui sont assez complets, en tout cas
la façon de les utiliser, les cibles que nous devons avoir. L'avenir est ici porteur de réflexion parce qu'il est porteur de menaces nouvelles. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un risque de dérive avec un combat, une opposition, bien évidemment, liée au conflit du Moyen-Orient, entre les Français d'origine juive, d'un côté, attaqués par ces Français, ou étrangers, mais souvent ces Français, d'origine arabo-musulmane, qui croient voir dans les Français d'origine juive la personnification de l'État d'Israël. Oui, et qui considèrent qu'on doit, je parle là de jeunes fanatisés par souvent la télévision arabe, euh, qu'on doit en quelque sorte mener en France un complément d'intifada, ce qui est une absurdité et revêt inévitablement les traits les plus cruels de l'antisémitisme violent. Le mort juif, on sait où ça a conduit. De l'autre côté, il faut éviter absolument tous les amalgames qui tendraient à dire, voilà, ce sont des Arabes qui sont les adversaires d'Israël, et par conséquent, par définition, ce sont les ennemis des Juifs. C'est ça qu'il faut absolument éviter, et c'est à l'ICRA, je dirais, de, de transcender ce que sont ces positions pour ramener à l'essentiel qui demeure la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, atteinte majeure à la dignité et quelquefois à la vie des êtres humains. Je voudrais terminer ce petit film avec un message de vous aux militants de la LICRA. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui pour fonder son combat? Je leur dirais que plus que jamais, il faut tourner ses yeux vers l'avenir avec résolution. Le racisme est permanent. La lutte contre le racisme est un devoir moral premier. Il en va de même s'agissant de l'antisémitisme. Et il faut aller vers ces luttes avec autant de résolution que de lucidité. Mais ne rien laisser passer. Ne pas devenir prisonnier d'une sorte de fanatisme à rebours. Il ne faut tout simplement, s'agissant de nous, ne rien laisser passer dans ce domaine. C'est ce qu'on a essayé de faire dans les temps qui remontent maintenant à une forme de ma jeunesse jadis, mais le combat continue, mais par conséquent, il faut le mener, mais toujours, je vous dis, avec résolution et avec lucidité. Merci, Monsieur le Ministre.